Là, je suis en train de jouer à Tiny Tina's Wonderlands. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, qui est un jeu dérivé de la série Borderlands, qui est une série que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes licences de jeux vidéo favorites. Je ne sais pas si c'est mes jeux favoris, bon, en tout cas ils sont dans le classement, mais, euh, mais c'est vraiment une licence que j'aime énormément, qui est très connue. En fait, ça fait partie des licences qui ont gagné le plus d'argent en jeux vidéo. Donc je pense que vous la connaissez au moins de nom. Euh, qui est un FPS d'aventure dans un univers un peu, on va dire, post-apo. C'est pas exactement le bon terme, mais bon, ça se rapproche du post-apo. Euh, et qui a un scénario très touffu, un univers très construit, avec beaucoup de personnages, beaucoup de ramifications, le tout avec un ton assez humoristique, enfin même très humoristique. Il y a beaucoup de vannes dans Borderlands, plutôt réussi. Bon, ça dépend des épisodes, mais globalement, je trouve l'humour plutôt pas mal dans Borderlands. Et ouais, c'est une série que j'aime énormément, qui a en plus la particularité assez notable, surtout qu'ils n'ont pas tellement communiqué là-dessus, je trouve, mais qui a la particularité notable d'être assez divers, dans le sens la diversité. Je sais pas trop quels sont les autres sens du mot divers, mais au niveau des personnages et notamment des orientations sexuelles, il y a énormément de personnages bisexuels, homosexuels, sans que ce soit du tout un sujet, quoi. C'est juste, ça fait partie des personnages. Euh, et les personnages sont assez attachants. Il y a beaucoup d'interactions entre eux. Ça change de perso à chaque jeu en plus, donc le casting ne fait qu'augmenter. Et c'est des jeux assez vastes, notamment le 2 et le 3, qui sont vraiment très vastes. Il y a beaucoup de zones à explorer. Donc voilà, c'est des jeux que j'aime beaucoup et qui se prêtent bien en plus au- à la rejouabilité, c'est-à-dire que c'est beaucoup basé sur il y a un système d'expérience, de génération aléatoire des loots, des armes qu'on trouve. Donc, euh, donc ça fait que vous pouvez jouer un peu à l'infini à ces jeux-là. Il y a toujours des trucs à faire, des meilleurs objets à trouver, de l'expérience à gagner, des trucs comme ça. Là, je fais mes adieux en fait à celui-là, à Tina's Wonderland, pardon, que j'ai pas adoré. En fait, il est dans un univers Medfan, médiéval fantasy, celui-là. C'est un hors-série qui met en scène une partie de jeu de rôle de certains des personnages de Borderlands, en fait. Donc on n'est pas du tout dans l'univers habituel de Borderlands, même si le jeu ressemble beaucoup. Euh, et bon, il faisait l'affaire, hein, je me suis amusé dessus, mais bon, c'est pas mon favori. Il n'est pas vraiment parti, enfin, il fait pas vraiment partie de la saga principale. Et, euh, et là, je l'ai platiné. En fait, il est sorti il y a quand même un petit moment. Il est sorti il y a, je sais pas, ça doit faire. Il a dû sortir début d'année, je crois, début d'année 2023. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est dans ces eaux-là. Et, euh, et ouais, il y avait un boss qui me résistait, un boss d'un DLC que j'arrivais pas du tout à battre, un dragon à trois têtes pour ceux qui ont fait le jeu, que j'ai enfin réussi à battre. Donc ça y est, j'ai platiné le jeu. C'était le dernier trophée qui me manquait. Euh, donc là, je pense que je vais le ranger. J'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à faire avec ce jeu. Comme je disais, c'est pas non plus mon jeu favori, donc je pense que je vais pas y rejouer à l'infini. Borderlands 3, j'ai vraiment beaucoup joué, même après l'avoir platiné. C'est un jeu que j'ai fait tourner un temps infini. Ce sera pas le cas pour là. Donc là, c'est ma toute dernière partie que je fais avec vous. Euh, Comme je disais, Borderlands, la série est très post-apo. Euh, J'hésite sur le mot post-apo parce qu'en fait, ça se passe pas sur Terre. Je vous passe les détails du scénario, hein, mais il est intéressant, hein, vraiment, le scénario. Mais ça se passe sur d'autres planètes, notamment la planète Pandora. Et, euh, et donc, le terme de post-apo ne convient pas vraiment parce qu'il y a pas d'histoire d'apocalypse en réalité. On ne connaît pas trop le destin de la Terre d'ailleurs dans l'univers de Borderlands. On ne sait pas trop dans quel état elle est. On n'est jamais allé sur Terre dans tous les jeux qui sont sortis. Il y a beaucoup de jeux hein, maintenant sur Borderlands. Il y a 4, 5, 6, 7 jeux de, qui font partie de la licence. Et, euh, et ouais, donc le terme de post-apo ne colle pas vraiment, mais par contre, il y a une esthétique post-apo très clairement. Il y a un côté Mad Max, tout ça. Et je viens de tomber dans un trou. Il y a un côté Mad Max, il y a un côté
Voilà, les buggy du désert conduits par des punks habillés n'importe comment. Voilà, cette esthétique-là qu'on connaît. Et moi, c'est une esthétique que j'aime beaucoup depuis toujours, qu'un peu tout le monde aime beaucoup, hein, qui est une esthétique majeure de la science-fiction depuis très longtemps. Ce qu'on peut comprendre, je pense que l'idée d'apocalypse, l'idée d'effondrement, qu'il soit climatique, économique, tout ça, c'est un truc évidemment qui travaille les gens, d'autant plus en ce moment. On vit quand même une période assez complexe, je trouve. Euh, je suis en train de me dire que ça va peut-être pas faire un podcast, un Insomnia Club très joyeux, mais après tout, la vie ne l'est pas. Mais ouais, on est quand même dans une ambiance ultra lourde quoi, ces dernières années. Euh, Parce qu'il y a toutes les difficultés contextuelles qu'on a pu vivre, euh, notamment politiques. Politiquement, je trouve que la France est c'est ultra sévère quoi, en ce moment. C'est, c'est une ambiance politique moi qui m'inquiète beaucoup ce qui se passe en France en ce moment. Comme plein de gens, hein. Là, ce que je dis n'a rien de très original, mais ouais, depuis Macron ou depuis avant, mais là, il y a un truc, ça s'est durci, quoi. Mais à la rigueur, ça, bon, j'aime pas, mais c'est du contexte. C'est-à-dire, bon, on peut se dire, ça durera quelques années, puis il y aura un nouveau gouvernement qui va peut-être revenir en arrière sur certains trucs. Là, on perd des acquis sociaux, des trucs. Il y a une surpuissance du capitalisme qui fait vraiment peur et qui laisse beaucoup de gens sur le carreau. Mais en fait, ça peut évoluer. La vie est longue et ainsi de suite. Donc, à la rigueur, ça, j'aime pas du tout l'ambiance, mais je me dis, il y a de l'espoir, les choses changent en fait. Par le passé, il y a déjà eu des contextes politiques, des gouvernements, des situations qui étaient encore plus graves que ce qu'on vit largement plus grave même que ce qu'on vit actuellement. Donc, et puis on s'en est remis, l'humanité s'en remet, les pays s'en remettent. Donc, je peux accepter ça. Mais c'est vrai que ça, associé à l'état climatique euh, dans lequel est la planète, où on voit qu'on pète les records de température chaque été. Il y a vraiment très peu de signes encourageants, quoi. Il y a deux, trois progressions positives de temps en temps, mais on est quand même sur une constante du pire. C'est très dur, je trouve, de se projeter, de réussir à donner de l'importance à ce qu'on fait au quotidien, parce que on est quand même, quoi qu'il en soit, en vie. Euh, on a un quotidien à mener, on a un boulot, on a un loyer à payer, on a tout ça, on a une famille, on a des amis, on a des trucs à faire. Et en fait, c'est très compliqué quand même de se projeter, je trouve, quand on se dit qu'on est en train de vivre un truc qui ressemble de plus en plus quand même à, si ce n'est la fin du monde, parce que la fin du monde, c'est un terme, pardon, la fin du monde, ça n'existe pas, entre guillemets. Il y aura toujours le monde, il y aura toujours l'univers. Euh, Même si le soleil explosait, il resterait énormément d'endroits dans l'univers qui ne nous concernent pas, certes, mais je veux dire, la fin absolue du monde, c'est un truc métaphysique qui n'existe pas vraiment. Mais par contre, on est peut-être en train de vivre la fin de notre civilisation, la fin de notre organisation sociale telle qu'on l'a toujours connue. Je pense que dans les années, les décennies à venir, il va y avoir des changements drastiques en fait qui vont être faits dans la façon dont on fonctionne en tant qu'espèce, en tant que civilisation. Ouais. Et c'est des trucs forcément un peu paniquants, quoi, la perte de repères à ce niveau-là. Et surtout la sensation d'être en train de vivre cette phase de transition, quoi. On n'est pas encore dans l'apocalypse, justement. On est dans la phase préparatoire, quoi. Et de voir que ça avance toujours vers la mauvaise direction. Ouais, moi, c'est un truc qui me rend, comme tout le monde, allez, vraiment, je dis absolument rien d'original, mais qui fait que c'est parfois, par période, un peu dur de trouver un intérêt à faire ce qu'on fait, que ce soit professionnellement ou quoi. Mais à l'arrière, c'est même pas le professionnel, parce que le professionnel, c'est assez simple. Il faut bien gagner de l'argent pour payer son loyer, fin de l'histoire. Il y a pas mille débats. Par contre, par exemple, ben, j'ai parfois du mal à voir l'importance d'écrire, avoir l'importance de faire mes vidéos, tout ça. Je me dis, il y a un côté futile à tout ça. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Enfin, je vais pas me
si je faisais pas mes vidéos, je serais pas en train de sauver la Terre à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu ce truc-là qui se joue. euh, de oui, le futile est par nature futile. C'est très bête ce que je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai pas j'ai j'ai pas un champ d'action à ce niveau-là qui comment dire qui me dispenserait du futile. Et en plus, je sais pas, la vie, en fait, soit on se suicide tous en se disant plus rien n'a de sens, de toute façon, c'est niqué, on va tous crever dans pas longtemps, et autant finir, y a plus rien d'un intérêt et tout ça. Soit en fait, ben, on accepte qu'on est en vie, et ben, faut bien occuper la vie, et l'occuper peut-être avec des choses qui ont un minimum de sens, ne serait-ce que pour nous en fait. Quand je dis avoir du sens, c'est pas forcément un sens global, ça peut être un sens juste pour nous, faire des choses qu'on aime, qui nous sont agréables, avec quand même l'idée de ne pas faire du mal aux autres et d'être dans le partage aussi. Je trouve que c'est intéressant quand même d'être dans un truc que permet Internet, que permet la société actuelle, qui est quand même de pouvoir échanger avec des gens, d'être pas complètement isolé là-dedans. Euh, c'est d'ailleurs un truc qui me fait peur dans tous les trucs, on va dire, euh, de, de post-apo, de prédictions un peu inquiétantes sur l'avenir. C'est l'idée que ça puisse prendre fin, ce truc-là, que ce soit Internet, que ce soit l'électricité, des choses comme ça. Le monde va peut-être pas mal se réduire en fait d'ici quelques temps. Ça va peut-être devenir plus compliqué en fait d'échanger, euh, que ce soit d'un point de vue d'économie d'énergie, d'un point de vue d'infrastructure, et même d'un point de vue de censure. On voit qu'il y a ça aussi qui se décide. Là, c'est plus politique, on revient sur le versant politique. Mais il y a, moi, l'internet qu'on connaît va peut-être changer lui aussi. De toute façon, il est en constant changement internet, hein, mais c'est des trucs. C'est très dur de pas y penser en fait. Ça m'obsède pas. Là, j'en parle parce que je suis devant un jeu qui en parle aussi, mais c'est pas une obsession pour moi. Mais par contre, c'est un truc qui revient quand même souvent dans mes pensées, quoi. Et je pense que c'est dur de faire autrement. Je pense que ça revient dans les pensées de quasiment tout le monde. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique aussi tous les climato-sceptiques, les gens qui passent leur temps à dire mais non, mais tout ça, c'est des conneries de gauchistes. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Ah, ah, ah. Regardez, il fait froid cet été. Je pense qu'il y a un truc de faiblesse là-dedans, en fait, de chercher à se rassurer, ils ont peur, ils voient bien que c'est la merde, et ils trouvent comme manière de défense, d'autodéfense, euh, d'aller chercher des infos qui les conforteraient dans l'idée que mais non, mais en fait tout va bien. Euh, avec toujours cette attitude des gens de ce type-là de se croire beaucoup plus malins, d'avoir vu les vraies infos là où nous autres moutons euh, ne voyons que les infos mainstream. Ouais, je pense qu'on cherche tous un moyen d'accepter le fait que ça pue un peu en ce moment, peut-être durablement, peut-être que ça va continuer à puer. C'est vrai que sur le versant écologique, quand même, je vois de plus en plus mal comment ça pourrait s'améliorer. Après, c'est toujours possible, peut-être qu'on va trouver une énergie propre, renouvelable à l'infini, ou que sais-je. Ça, quand même, ça s'annonce pas dans cette direction-là pour l'instant, hein. Donc, ouais, je sais pas où on va, mais forcément, ça laisse une impression un peu dure, un peu ouais, de futilité. Ça devient compliqué, je trouve, de savoir, d'accepter en fait nos occupations quotidiennes, d'accepter la futilité de notre vie, alors que techniquement, le paradigme n'a pas changé. En fait, et c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a un truc rassurant à trouver là-dedans, mais depuis la nuit des temps, ça a toujours été le même deal. On vit et à la fin on meurt. Et là c'est pareil, on vit et à la fin on meurt. Mais en fait, je pense que c'est pas la fin qui fait peur. Je pense que bon, il y a des gens qui ont peur de la mort. Euh, Tout le monde a peur de la mort dans une certaine mesure. Mais je pense que c'est pas une peur, c'est pas une peur panique pour la plupart des gens. Euh, je pense que ce dont les gens ont peur, en tout cas ce dont moi j'ai peur, je ne vais pas parler à la place des gens, mais ce dont moi j'ai peur, c'est
c'est pas de mourir, c'est de vivre d'une manière qui va devenir peut-être très compliquée, très inconfortable. Ouais, il y a un truc de confort, il y a un truc de s'être habitué à pouvoir faire ce que je veux quand je veux, à avoir accès à l'électricité, à l'eau courante, à un logement, toutes ces choses-là. Et même là, en fait, finalement, le deal n'a pas changé non plus. Il y a des gens pour qui ça a toujours été beaucoup plus compliqué d'avoir accès à ces choses-là. Nous, on a la chance d'être en Occident, d'être dans des pays très développés, très riches, même si y a des réserves à mettre, mais globalement, évidemment qu'on est les gagnants de la loterie, quoi. C'est beaucoup plus facile de naître en France que naître dans un pays d'Asie du Sud-Est, dans une population pauvre, voilà, enfin, c'est évident. Et, et c'est là où on est en train de toucher, je pense, à l'heure actuelle, à une remise en question de nos privilèges occidentaux. Euh, et forcément, c'est pas très agréable, quoi. Ils étaient confortables, les privilèges occidentaux. Alors pour l'instant, on les a encore, hein, et en fait, on va continuer à les avoir, même en situation d'apocalypse, on aura quand même plus de privilèges. Ce sera toujours plus facile de vivre l'apocalypse en France que de la vivre dans certaines zones. En tout cas, pendant un temps, quoi, avant que ça devienne vraiment la merde totale. Mais je crois pas que je ne pense pas croire à la merde totale. Je pense pas que le monde va devenir Mad Max. Euh, Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il reste trois humains, je pense va y avoir des résistances d'organisations gouvernementales, de trucs comme ça, alors qu'ils seront toujours, qui seront de plus en plus autoritaires, de plus en plus totalitaires, tout ce qu'on veut. Mais je pense que l'organisation sociale de gens qui veulent en diriger d'autres, qui veulent avoir des gens sous leurs ordres, qui les servent d'une certaine façon, c'est un truc qui va rester aussi longtemps que ce sera possible. Et qui, en fait, donnera l'impression, en tout cas, de bénéficier aux deux parties. C'est-à-dire que, enfin, ça bénéficiera évidemment aux gouvernants, aux puissants, qui seront bien contents d'avoir des gens pour leur faire leur nourriture et pour leur obéir, pour travailler pour eux et que eux puissent continuer à moins travailler et à se sentir flattés dans leur ego du fait d'être les gagnants du truc. Mais ça va aussi donner l'impression, et peut-être une impression réelle, de bénéficier à ceux qui seront dominés, à ceux qui seront gouvernés, comme maintenant, parce que ça nous donne une organisation sociale, ça nous donne une marche à suivre, ça nous permet de nous dire que c'est pas à nous de prendre toutes les décisions, qu'on on nous dit un peu quoi faire. Et il y a un confort dans le fait que des gens prennent les décisions pour nous. C'est un confort un peu paradoxal, parce que c'est pas. Je pense qu'à froid, quasiment tout le monde dirait que, que- qu'il a envie, il a envie d'être libre, il n'a pas envie qu'on prenne des décisions pour lui et tout. Mais je pense que dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Et qu'en fait, on tire une certaine tranquillité à ne pas être le chef, à ne pas être le dominant, à ne pas être le gouvernant. Euh, Au moins, on nous dit quoi faire de notre vie. C'est pas forcément un truc très intéressant, très agréable, mais on n'est pas lâché dans la nature à faire ce qu'on voudrait. Et le ce qu'on voudrait, je pense, fait peur à plein de gens. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai cette impression-là. Et j'ai l'impression, ouais, comme je disais, qu'en fait, jusqu'à la fin, il y aura des trucs qui ressembleront à une organisation sociale à base de dominants et de dominés, qui m'a l'air d'être quand même une constante de beaucoup, beaucoup de sociétés humaines. Il y en a très très peu dans l'histoire de l'humanité qui ont échappé à cette organisation, qui a pris différentes formes, mais il y a très peu d'exemples de sociétés, même marginales, même isolées, où il y aurait vraiment totalement une horizontalité sociale, c'est-à-dire où tout le monde a exactement le même statut. C'est jamais tout à fait le cas. Il y a toujours des gens qui ont un statut haut, d'autres qui ont un statut bas, euh, parfois sur des critères très différents, mais je pense que c'est ouais, c'est une constante. Désolé, je suis en train de me battre contre des squelettes. Euh, je me disais d'ailleurs en lançant la vidéo que ça pourrait être intéressant. Non, ce serait pas intéressant. J'allais dire que je vous mette des images des jeux auxquels je joue, parce que visiblement j'enregistre ces vidéos, les Insomniac Club, que quand je suis en train de jouer à la PlayStation. Mais en vrai, est-ce que vous avez vraiment envie de voir une partie un peu pétée de Tiny Tina's Wonderlands, pardon? C'est pas sûr. Et en plus, c'est d'autant moins sûr que, comme je dis, je joue sur PlayStation et que je ne sais pas exactement comment exporter tout ça. Je me suis jamais trop intéressé
au bouton share sur la manette de la PlayStation 4. Et vous savez, ils avaient rajouté un bouton spécialement dédié sur la manette pour partager des trucs sur les réseaux sociaux. J'ai dû appuyer dessus 3 fois, dont 2 fois par erreur, quoi. Je sais pas trop, je sais pas trop le succès de ce truc. D'ailleurs, j'ai pas de PlayStation 5, j'ai toujours pas acheté. Pour l'instant, il n'y a aucun jeu qui m'y a décidé. Surtout que les quelques jeux qui m'intéressent sortaient aussi sur PlayStation 4 en fait. Mais je sais pas s'ils ont gardé ce bouton share. J'ai pas l'impression que ça avait un succès de ouf. Mais, euh, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a toute une communauté de gens sur la commu online PlayStation 4. Euh, mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire oui que je sais pas trop comment exporter mes parties. Il y a sûrement moyen de le faire. Mais bon, je m'y suis pas penché. Je suis pas ultra sûr que ce soit très intéressant de toute façon. C'est peut-être pas mal qu'il n'y ait pas d'image pour les Insomniac Club. Euh, Ça donne une ambiance nocturne. Euh, mais ouais, en tout cas, oui, je sais pas pourquoi j'en suis venu à parler de l'apocalypse et tout ça. L'apocalypse, comme je disais, à laquelle je ne crois pas vraiment. Je pense que ça va être un truc très lent. Et en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je disais, on n'est pas encore à l'apocalypse, justement, on est en phase préparatoire et tout. Et d'une certaine façon, en fait, je pense que si, on est déjà à l'apocalypse, parce que l'apocalypse, ça va être un truc progressif, un truc lent. Ce sera jamais complètement l'apocalypse. Ça va être comment dire, une pente descendante continue pendant des années, des décennies, voire des siècles, où ça va être de plus en plus dur, les conditions climatiques vont être de plus en plus compliquées, les conditions politiques, l'organisation sociale, tout ça. Mais ça va durer, ça va durer, ça va durer. Je pense que c'est ça. Et ça réveille d'ailleurs en moi, comme en plein de gens, je pense, des réflexes un peu de protection. Moi, je sais que ça a un peu joué, je pense, toute cette angoisse-là. Je le pense a posteriori, là, en y réfléchissant. Je pense que ça a un peu joué sur mon envie, il y a quelques mois, d'acheter un appart dans lequel je vis. Il y a eu un truc de sécurisation de quelque chose, en me disant, bon, ben, si ça devient encore plus la merde, au moins, je suis à peu près assuré d'avoir un toit. Ce qui, en plus, est une illusion, parce qu'en fait, je vis dans un appart, donc pas dans une maison. Et donc, en fait, si une autorité gouvernementale ou quoi débarquait et disait ben, on réquisitionne, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à faire. Ben, je perdrais ma baraque. Et pareil, je dépends, enfin ma baraque, mon appart, je dépends d'une banque. C'est-à-dire que j'ai fait un prêt, il va falloir le rembourser ce prêt. Si la banque à un moment décide qu'elle veut saisir l'appart, en fait les banques gagnent toujours, hein, on l'a beaucoup vu ces dernières années. Les banques, c'est les grands gagnantes de notre système économique. Donc elles font ce qu'elles veulent. Donc cet appart, oui, m'appartient d'un point de vue légal, mais il y a beaucoup de réserves à mettre. C'est pas une sécurité absolue en réalité. Je pense qu'il y a quand même peu de choses qui sont une sécurité absolue quand on n'est pas, quand on fait pas partie des décideurs entre guillemets. Les décideurs, pardon, pour ceux qui ont eu cette séquence avec Bigard. Ça fait partie des mots. Quand on commence à dire des mots comme les décideurs, c'est qu'on est sur une pente de propos un petit peu complexe. Donc, donc je vais peut-être revenir en arrière dans mes propos. Mais ouais, ouais, je sais que ça a joué, ouais, je pense. Je m'en rendais pas compte en le faisant, mais oui, c'est quasiment sûr qu'il y a eu un petit réflexe de sécurisation, de confort en achetant cet appart. Appart d'ailleurs qui me vaut mes premiers déboires de nouveaux propriétaires. À savoir que ça fait un moment, je sais plus, je crois pas en avoir parlé, je me rappelle plus. Mais je crois pas en avoir parlé dans mes vidéos. Mais depuis que je suis installé, donc depuis maintenant un peu plus de 2 mois, je n'ai pas de douche. Enfin, j'ai une douche, mais quand je l'utilise, j'inonde ma voisine du dessous. Et donc j'essaye de ne pas l'utiliser parce que ma voisine du dessous est gentille et que j'ai pas envie de l'inonder. Mais donc je me lave au lavabo et je squatte les douches de mes potes quand je passe chez eux ou quoi. C'est assez inconfortable et surtout ça dure depuis longtemps parce que il y a eu toute une embrouille sur qui allait payer les réparations. J'ai fait jouer mon assurance, mais mon assurance m'a dit d'aller me faire foutre, hein, globalement. Ça a été une interaction très très désagréable. Surtout que l'assurance, j'avais quand même l'image d'un truc qui était là un peu pour nous protéger, entre guillemets. Bah, visiblement non. Visiblement, je me suis bien trompé. Et parce qu'ils m'ont dit ouais mais non mais ça c'est de la responsabilité de l'ancien propriétaire. Comme vous avez acheté cet appart récemment, c'est à lui de gérer, nous on va rien faire du tout.
Donc je me suis retourné vers l'ancien propriétaire, mais qui est parti vivre à l'étranger et qui clairement a fait le mort. Il a répondu une fois au téléphone et après il a pu répondre à aucun message. Il a jamais répondu au téléphone une autre fois ni rien. Donc là maintenant les options qui me restent, c'est soit comment dire, soit je, je fais une action en justice, quoi. J'essaye de poursuivre l'ancien propriétaire, mais c'est un truc qui va prendre très longtemps, potentiellement des années, et qui va me coûter de l'argent en fait. Il va falloir que je prenne un avocat et tout, et tant que le jugement ne sera pas rendu, ben, c'est à mes frais. Donc en vrai, j'en ai marre d'appeler à droite à gauche. J'ai appelé le syndic de l'immeuble, j'ai appelé un tel, tout le monde en plus. C'est des situations où tous vos potes ont le numéro d'un mec qui s'y connaît, d'un mec des assurances, de ceci, cela. Donc vous vous retrouvez avec plein d'opinions différentes, de gens qui vous donnent des conseils, qui se contredisent et tout. J'en ai juste marre. Donc là j'ai rendez-vous avec un mec, un plombier qui va venir voir la semaine prochaine d'où vient la fuite. Parce que c'est déjà la première étape, parce que je ne sais pas où est située la fuite en fait. Et ensuite, ben, il faudra prendre rendez-vous pour une réparation. Je sais que ce sera à mes frais. En vrai, je me fais pas d'illusions, je serai remboursé de rien du tout par personne. Donc bon, j'accepte. Il y a un moment, j'ai juste envie de prendre des douches. Voilà, c'est mes aventures de proprio. Euh, Aventures qui sont d'un intérêt relatif et qui peuvent se poursuivre parce que j'ai un peu peur d'un autre truc, c'est aussi les radiateurs. Parce que j'ai appris que l'appart que j'ai acheté, qui est en très bon état, mis à part cette histoire de douche, n'avait pas été utilisé depuis. En fait, il est vide depuis depuis 2009, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai appris récemment. Donc c'est-à-dire il y a quasiment 15 ans. Donc pendant 15 ans, l'appart était vide et donc j'imagine que les radiateurs n'ont jamais été utilisés, enfin n'ont jamais été mis en route durant ces quasi 15 ans, ce qui est pour des radiateurs assez mauvais, je crois. Donc là, j'ai pas moyen parce que c'est chauffage central et la chaudière doit être éteinte, j'imagine, cet été. Enfin, c'est pas j'imagine, c'est elle est éteinte. Donc je n'ai pas moyen de vérifier le bon fonctionnement des radiateurs, mais je pense que quand ils se mettront en route cet hiver, je vais très plausiblement avoir une mauvaise surprise. On verra. J'espère que ça ira, mais je pressens, je vois le truc arriver de radiateurs qui ne fonctionnent pas. On verra à ce moment-là. J'espère que je suis juste pessimiste. Et je ne sais plus du tout pourquoi je parlais de mon appart. Je ne sais plus du tout pourquoi je parlais tout court, hein. Là, je suis en train de finir ma partie. En fait, j'ai revendu des jeux. On passe vraiment d'un sujet à l'autre. J'ai revendu des jeux vidéo qui traînaient. Comme je vous dis, suite au déménagement, en fait, j'en avais parlé sur les mangas. J'ai mis de côté plein de trucs que je voulais plus, en fait. C'est con, j'aurais dû les vendre avant le déménagement. Ça m'aurait évité quelques cartons. Mais bon, j'étais un peu en speed pendant le déménagement. Donc j'ai plutôt géré ça après. Et là, j'ai revendu pas mal de jeux vidéo, dont certains trucs un peu rares. Donc ça m'a fait un peu de thunes sauf que c'était de la thune en bon d'achat. Donc j'ai eu 180 euros de bon d'achat pour d'autres jeux vidéo en réalité. Donc j'ai pris quelques trucs. J'ai enfin Street Fighter 6. Street Fighter, c'est vraiment mes jeux favoris. Euh, c'est pareil, comme Borderlands, ça fait partie vraiment des licences que je suis avec une assiduité sans faille. Mais là, avec le déménagement et tout, j'avais un peu fait l'impasse sur Street Fighter 6. Là, ça y est, je l'ai. Il est plutôt cool. Je suis encore en phase d'habituation. J'ai beaucoup joué au 5. Et là, forcément, c'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas le même style graphique et tout. Donc je suis encore à me dire, je crois que je préférais le 5. Mais en fait, non, le 6 est vraiment très complet, très généreux. Très généreux. Il y a énormément de trucs, de modes de jeu, de choses à y faire, notamment en termes de contenu solo. Il y a un gros mode solo vraiment bien fait. Euh, et, et ouais, c'est étonnant. Enfin, Capcom a retenu les leçons de Street Fighter V qui avait été très mal reçu au début parce qu'ils avaient sorti un jeu vide, quoi. Alors après, de DLC en DLC, ça s'était largement amélioré. Street Fighter V, à la fin de sa vie, est un jeu où il y a beaucoup de choses à faire. Mais au début de sa vie, c'était vraiment un truc, il y avait 3 modes de jeu pour 15 personnages. C'était à la limite de la blague. Et ça, ouais, ça leur a fait une très mauvaise pub à ce moment-là. Donc là, ils ont dû tirer leur leçon. J'ai chopé trois autres jeux aussi. J'ai chopé Elden Ring. J'avais beaucoup aimé, moi, la série des Dark Souls, Bloodborne. Je ne les ai pas tous faits. J'ai fait Dark Souls et Bloodborne, quoi, en fait. Enfin, Dark Souls, j'ai fait les trois, quoi. Mais les trois ou les quatre? Je sais qu'il y a trois. Non, il y en a que trois, hein.
J'ai l'impression qu'il y a eu un hors-série, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir flou. Ah non, c'est juste que Dark Souls 2 était réalisé par un autre studio, je crois que c'est ça l'histoire. Mais c'est pour ça que dans ma tête, il était classé hors série, mais pas vraiment. Et ouais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc là, je me suis chopé Elden Ring. Je me dis, je me ferai ça un de ces quatre. Peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre. J'ai chopé Street of Rage 4, espèce espèce d'élan nostalgique pour ceux qui se rappellent de Street of Rage sur Mega Drive, qui sont des jeux qui font vraiment partie de mon enfance. Là, en fait, c'est marrant d'ailleurs, je me suis mis ces derniers mois, j'ai quasiment pas touché en réalité à ma PlayStation. Là, je m'y remets avec Street Fighter et tout, mais euh, je jouais beaucoup, beaucoup en rétro. J'ai téléchargé RetroArch, si vous voyez ce que c'est. C'est un émulateur, on va dire. Mais c'est un émulateur un peu global, en fait, qui regroupe quasiment toutes les consoles que vous pouvez customiser en rajoutant ce qu'ils appellent des cœurs, qui sont des émulateurs dans l'émulateur, si je puis dire, et qui vous permettent de jouer à quasiment tous les jeux qui ont existé. Et donc j'ai beaucoup beaucoup rejoué, notamment la Mega Drive, qui était ma console d'enfance. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dans les années 90, c'était la console de Sega et c'était vraiment ma console. Et là, j'ai quasiment téléchargé toute la ludothèque de la Mega Drive. J'ai des centaines de jeux, alors j'ai pas joué à tous, mais je m'en suis fait pas mal. Notamment ceux que j'avais déjà en fait. Je pense comme tout le monde, mon premier réflexe n'a pas été de découvrir des jeux, mais de refaire les jeux de mon enfance. Et ça m'a fait très plaisir. Et alors, j'y joue bizarrement parce que, en fait, j'y joue comme l'émulation permet énormément de choses. Je joue beaucoup avec des sauvegardes là, sauvegardes qui n'existaient absolument pas dans les jeux d'origine et, euh, et qui étaient des jeux justement pensés pour être sans sauvegarde. Donc, c'est-à-dire des jeux très compliqués, très durs, où le moindre saut était à timer à la perfection, mais où si par contre vous jouiez ultra bien à ces jeux-là, c'est des jeux qui se finissent très vite en fait et qui ont un côté, c'est souvent des jeux de plateforme assez simples en fait dans leur mécanique, assez, ils se ressemblent un peu tous, alors pas tous, mais je veux dire tous les jeux de plateforme époque Mega Drive, bon ben ça consiste à un personnage qui saute sur des ennemis pour les tuer et qui se balade dans des mondes en passant de plateforme en plateforme, voilà. Là, justement, ce qui faisait leur sel à l'époque, c'était qu'ils étaient très difficiles. Donc en fait, vous y jouiez parfois pendant des mois pour voir la fin, parce que ben, il n'y avait pas de sauvegarde, il fallait recommencer à zéro à chaque fois. Les mondes, enfin les ennemis, ils vous tuent en une touche, voilà. Sauf que là, comme je joue avec des sauvegardes, ben, en fait, je sauvegarde toutes les 3 secondes à chaque saut réussi, entre guillemets. Et ça fait que c'est assez simple. Donc je pense qu'il faudrait que je me limite un peu sur les sauvegardes, que je me dise, bon, j'ai le droit de sauvegarder en début de niveau, par exemple, mais il faut que je passe le niveau d'une traite, quelque chose comme ça. Parce que ma manière de jouer en faisant des sauvegardes quand je veux, ça rend les jeux parfois assez non sensiques. Enfin, c'est-à-dire que il y a des jeux que j'ai fait, que j'ai terminé là récemment, où je me dis, bon, j'ai vu la fin du jeu, je suis content, mais en fait, j'ai pas profité du jeu parce que c'était juste une suite sans fin quand je joue comme ça, de sauvegarde, recharge, sauvegarde. En plus, tout tient sur le clavier en fait, donc c'est vraiment deux pressions de touche, c'est immédiat. Donc ouais, je pense qu'il faudrait que je me limite là-dessus. Et pourquoi dis-je ça? C'est ça la vraie question. Je me perds complètement à chaque fois que je vous parle. Là, je passe vraiment d'un truc à l'autre. J'ai rarement été aussi à rebondir de sujet en sujet, mais pourquoi pas. Je l'avais déjà prévenu, j'avais déjà prévenu de ça au premier épisode d'Insomnia Club. Faut vraiment pas attendre des trucs qui ont beaucoup de sens ou beaucoup d'importance, hein. C'est juste des cheminements mentaux qui mèneront ou non quelque part. J'espère que ça vous tient compagnie, que vous écoutez ça peut-être en faisant vous-même une activité, en jouant à un jeu vidéo, en faisant la vaisselle. C'est à ça que servent les podcasts, hein, d'une certaine façon. C'est des trucs à écouter d'une oreille en réalité. Enfin, ça dépend desquels, mais en tout cas, le mien, je pense que il ne mérite pas une écoute très attentive. J'espère que vous avez aimé les derniers épisodes de l'étagère à manga là, sur GTO et Young GTO. Ils sont très longs, ils sont peut-être trop longs. De manière générale, en fait, mes épisodes deviennent de plus en plus longs, j'ai l'impression. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Ça a pas l'air de trop changer les vues, ça a même plutôt l'air de. En tout cas, mes vues, je fais de plus en plus de vues, donc ça doit pas trop déplaire.
Mais ouais, là, quand même, sur les derniers, j'ai été quand même plusieurs fois sur les 40 minutes, quoi. Ça fait beaucoup. Après, on peut se dire, là, sur le dernier Young GTO, bon, en fait, je parlais de plein de trucs, hein, de Young GTO, mais aussi de toutes les séries dérivées et tout ça. Donc, ça peut justifier que ça prenne un peu de temps. Surtout que c'est des séries assez longues, Young GTO 31 tomes et tout. Mais quand même, hein, je pense que faudrait que je réfléchisse. Bon, en même temps, est-ce que c'est très grave? Je sais pas. Euh, c'est toujours pareil, quoi, cette chaîne. Et pour moi, pour vous, et puis il n'y a pas d'objectif de réussite ou quoi. Donc en fait, peut-être que je vais juste continuer à faire comme je le sens. Je pense que le manga de la semaine prochaine, par contre, ça fera pas 40 minutes là. Je sais, j'ai trouvé sur quoi j'avais parlé. Sur un manga que j'ai beaucoup aimé dernièrement, une petite nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais c'est un truc relativement récent quand même. Qui est un truc en 5 tomes, donc là pour le coup, il y a quand même peu de chances que ce soit trop long. J'ai pas 1000 trucs à dire non plus dessus, même si je l'ai aimé. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était, c'était un peu pour accompagner ma dernière partie de Tiny Tina's Wonderland, qui est quand même un jeu, oui, sur lequel j'ai quand même passé du temps, hein. Je sais pas, est-ce que j'ai mes stats quelque part? Je vais essayer de trouver ça. Est-ce que je peux vous dire combien de temps j'ai passé sur ce jeu? Il y a sûrement des stats quelque part, mais alors c'est un jeu avec beaucoup de menus, les jeux Borderlands. Où est-ce que je peux trouver ça? Peut-être journal. Non, journal, c'est pas ça. Euh, Il doit y avoir des stats. Je ne sais pas où. C'est désolé. Ah, voir. Non, c'est pas ça. Euh. Eh bien non, nous ne saurons pas combien de temps j'ai passé dessus, mais sûrement quand même une cinquantaine d'heures facile, sûrement un peu plus même. Mais euh, mais voilà, là c'est sûr, c'est la dernière fois que qui sort de sa boîte là après l'enregistrement de l'Insomnia Club, je le range. J'ai vraiment fait le tour là, il y a plus grand chose à y trouver. Il me reste deux trois petits objets cachés que j'ai pas trouvés et tout, mais qui sont des trucs sans aucune importance, hein. C'est des trucs de l'or comme on dit. Mais vraiment, je vous encourage, hein, si vous aimez les jeux vidéo et que vous n'y avez pas joué, je vous encourage vraiment, vraiment à découvrir l'univers de Borderlands. C'est un univers vraiment chouette. Les jeux sont cool en termes de gameplay. Et en plus, ouais, les personnages, le scénario, je me suis vraiment attaché à ces jeux-là. Il y a un film, hein, qui est prévu. Alors, qui est prévu depuis. Ça fait un peu serpent de mer, parce que ça fait partie de ces projets dont ça parle depuis longtemps, qui ont excité les gens au départ, et sauf que ça fait 5 ans qu'on nous dit, ah, il y a le film Borderlands, il y a le film Borderlands, qu'on voit jamais aucune image, qu'on ne sait pas trop où ça en est. Euh, Moi, tant qu'il n'est pas annoncé vraiment avec une bande-annonce et tout, je reste très prudent sur le fait que ça va se faire. Surtout que là, les dernières annonces qu'on avait étaient presque trop belles pour être vraies, quoi. Les acteurs qui sont annoncés pour le film Borderlands sont assez étonnants. Il y a genre Kate Blanchett, Jack Black, ce qui n'est pas forcément une bonne chose qui est Jack Black. J'aime plutôt bien Jack Black. En réalité, c'est un mec mais sympathique. Il est sympathique à tout le monde. Personne déteste Jack Black. Mais, euh, mais à chaque fois qu'on le met dans un film, et notamment un film un peu action, machin, c'est un peu un signal pour dire que le film va être vraiment très comique. Alors après, dans le cas de Borderlands, pourquoi pas? Parce que, comme je vous dis, la série et les jeux vidéo originels ont un côté comique dans leur ADN en fait. Donc c'est pas parodique, hein, mais ouais, il y a des blagues. C'est un truc sur des blagues. Enfin sur des non, c'est pas un truc sur des blagues, mais c'est un truc qui contient pas mal d'humour. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais euh, mais méfiance. Jack Black, ça peut être le signal que ça va être très très Disney friendly, on va dire. Je crois que c'est censé être, si je dis pas de bêtises, c'est censé être réalisé par Eli Roth, qui est le mec qui avait fait notamment Hostel, donc des films très hardcore. Donc je sais pas ce qu'il fout là, pourquoi pas. Euh, je connais assez mal sa filmographie, Eli Roth. Euh, je crois qu'il n'a pas du tout fait que des films d'horreur en fait. Peut-être qu'il a déjà une filmographie assez diverse et qui peut rendre pas si étonnant qu'il fasse Borderlands. Mais moi, j'ai vu que les hostels et je crois que je crois que c'est lui, hein, qui avait fait un film qui s'appelait Cabin Fever, pareil, un film d'horreur, dont j'ai un souvenir très flou. Je crois qu'il m'a pas trop marqué ce film. Mais même les hostels, hein, c'est vraiment pas ouf. C'est plutôt bien fait, enfin, c'est pas des mauvais films,
Ça me rend pas méfiant de Eli Roth, mais, mais c'est pas, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas des films que je conseille de voir. En plus, le propos est un peu bizarre. Enfin, il y a un truc un peu, un peu anti-étranger. Enfin, on peut l'interpréter de différentes façons, Hostel, quoi. C'est un peu chelou. Le scénario est assez proche de celui de, comment ça s'appelle, de Far Cry 4, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. Mais sur des, je sais pas si vous avez vu Hostel, hein, ça se trouve vous connaissez les films, mais c'est sur des touristes américains qui vont en Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement où. Euh, un peu en mode touriste sexuel. C'est des sales gars. C'est pas, après, c'est pas des monstres absolus et tout, mais c'est quand même des sales gars. C'est vraiment la caricature des jeunes touristes relous qui passent leur temps à vouloir baiser des prostituées, se bourrer la gueule et voilà. Et ils se font enlever, piéger par une mafia locale qui en fait veut les torturer, en gros faire du snuff movie, c'est-à-dire du film de torture ultra gore, qui est revendu très très cher à des riches dépravés qui aiment regarder ce genre de film. C'est un imaginaire qui a été beaucoup représenté en film d'horreur. Je sais pas à quel point c'est réel. Enfin, je ne doute pas que ça doit exister, mais je pense que comme beaucoup de trucs, comme les serial killers par exemple, ça a été surreprésenté en fiction. C'est-à-dire que le nombre de films qui parlent de ces trucs-là est largement supérieure, à mon avis, à leur réalité dans notre monde, quoi. Je pense que l'industrie du snuff movie, c'est sûr qu'elle existe, mais je doute fortement qu'elle soit aussi importante que ne tend à le dire le nombre d'œuvres qu'on en parlait. Euh, mais oui, en tout cas, donc censé être, va y avoir un film Borderlands. J'espère que ça arrivera un jour ou l'autre. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment, mais pour l'instant, je crois qu'il y a eu une seule photo, même pas de tournage ou quoi, mais une espèce de photo promotionnelle des personnages en ombre chinoise. Donc vraiment, ça se trouve, les acteurs étaient même pas là. Enfin, c'est vraiment, ça ne dit absolument rien sur le fait que le film est en train de se faire. Je crois qu'il est annoncé pour fin 2024, un truc comme ça. Enfin, genre, c'est vraiment pas pour demain, mais c'est censé être en tournage là tout de suite maintenant. Il y a tellement pas de news sur le film, on n'en entend tellement pas parler, que ce soit via les acteurs, via les médias, tout ça, que j'ai vraiment du mal à y croire. Mais bon, en tout cas, pour revenir à ce que je disais au début, si vous ne connaissez pas les jeux, je vous encourage vraiment, vraiment à les découvrir. C'est ultra cool, surtout scénaristiquement. Enfin, pas surtout scénaristiquement, mais notamment scénaristiquement. Donc, bah, écoutez, si vous ne savez pas à quoi jouer, que vous avez envie de découvrir des jeux assez longs, c'est des trucs, c'est des FPS, mais c'est pas Call of Duty en termes de durée de vie. Enfin, Call of Duty a une très grosse durée de vie vu que c'est sur le online, mais en termes de scénario, là, les Borderlands, faut prévoir 50 heures ou quelque chose comme ça, hein. Surtout si vous, enfin, 50 heures. En tout cas, si vous vous lancez dans les quêtes secondaires et tout ça, quoi. Il y a vraiment tout un système très RPG, très système d'expérience et tout. Donc, si vous voulez profiter du jeu, il faut aller un peu là-dessus aussi. Et ça, vraiment, ça va vous demander du temps. C'est assez beau, il y a un style cel shading. Là, je viens d'arriver dans une grotte avec une immense tête, un immense crâne de monstre qui sert d'entrée. Mais l'imaginaire du jeu est vraiment chouette. Et comme je disais, il y a un truc assez sympathique dans la façon, la simplicité avec laquelle il représente la diversité, qu'elle soit sexuelle, raciale. Il y a un truc très détendu sur ces sujets-là. Et c'est marrant de voir qu'ils en ont pas du tout fait un argument de vente. Ils en ont très très peu parlé. C'est un truc que les fans savent, mais qui a pas été spécialement mis en avant médiatiquement. Peut-être parce que c'est un jeu, comme c'est un FPS frénétique où vous passez votre temps à tirer sur des trucs, à faire exploser des machins, euh, la façon dont les gens ont de parler du jeu, notamment médiatiquement, n'est peut-être pas très scénaristique. Ça peut donner l'impression que le scénario dans Borderlands n'a aucune importance, ce qui peut être vrai, vous pouvez jouer au jeu sans du tout vous intéresser à cet aspect, mais en vrai, ouais, moi c'est quasiment mon aspect favori, je vous encourage vraiment à ça. J'ai beaucoup parlé de Borderlands, de la fin du monde et d'autres trucs, j'ai sûrement rien dit d'intéressant, j'ai vraiment l'impression, quand je fais les Insomnia Club, enfin c'est que le deuxième que je fais, mais que je dis que je ne dis rien qui puisse intéresser qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous y trouverez quelque chose. Je vous dis merci d'avoir écouté tout ça et ben à bientôt.
Ciao, moi je vais ranger le jeu, je vais l'éteindre et le remettre sur l'étagère une bonne fois pour toutes. Ciao.